Salut, nous allons faire notre entrée dans l'œuvre grandiose mais mystérieuse de Victor Hugo intitulée Le dernier jour d'un condamné, chapitre premier. Mais bien des questions vont nous tracasser. On va essayer dans la mesure du possible de percer le mystère de cette œuvre qui, depuis sa première parution anonyme, se voulait journal intime avec la complicité de l'éditeur de l'époque, Charles Gosselin. Victor Hugo ne ménagea pas sa peine pour convaincre son éditeur d'adopter une disposition particulière en harmonie avec ce choix de la dépersonnalisation. Il écrivit ainsi à Charles. Je crois qu'il conviendrait pour le succès de curiosité et d'intérêt que le dernier jour d'un condamné parût sans nom d'auteur. Victor Hugo, lettre de janvier 1829. Un mois plus tard, bien sûr, l'œuvre sortit le 3 février 1829. Un mois plus tard, l'œuvre reparut avec cette fois-ci une préface sous forme d'une comédie où Victor Hugo mit en scène ses détracteurs. Ce criminel, qu'a-t-il fait? Mais il faut qu'il meure. Et j'aurais traité ma question de la peine de mort. Le livre, comme l'entend monsieur, ne prouverait rien. La particularité ne régit pas la généralité. Victor Hugo, préface du dernier jour d'un condamné, 1829. Ce n'est que 3 ans plus tard que Victor Hugo publie enfin sa fameuse préface qui va désambiguiser pour de bon son projet littéraire. L'auteur avoue hautement que le dernier jour d'un condamné n'est autre qu'un plaidoyer pour l'abolition de la peine de mort. Ce qu'il a eu dessein de faire, ce n'est pas la défense, toujours transitoire de tel ou tel accusé, c'est la plaidoirie générale et permanente pour tous les accusés présents et à venir. Victor Hugo, préface du dernier jour d'un condamné, 1832. La typologie. Bien sûr, l'œuvre est a priori narrative, ponctuée de séquences descriptives, mais la visée étant de dissuader du châtiment suprême et de persuader de son abolition, on parle ainsi d'apologue, c'est-à-dire d'un petit récit visant à illustrer une morale, en un mot, à convaincre. C'est une narration au service de l'argumentation. Aussi est-il un récit, mais un récit à thèse qu'on doit lire en guettant tous les arguments de Victor Hugo. Voilà, chapitre 1er. Bicêtre, condamné à mort. Dès les premiers mots, bien sûr, Victor Hugo nous met en plein feu de l'action. 5 semaines qu'il a déjà passées dans sa cellule enfermée. Il habite avec elle, avec une pensée. Bien sûr, une idée, l'idée de mort. Du coup, les deux personnages principaux de ce passage sont condamnés à mort, le condamné à mort, la personne, et la condamnée à mort, la pensée. Autrefois, car il me semble qu'il y a plutôt des années que des semaines, une hyperbole qui amplifie son impatience d'être libéré. J'étais un homme comme un autre homme, une comparaison qui illustre son anonymat. Et bien sûr, c'est un peu monsieur tout le monde, c'est-à-dire n'importe qui pourrait se retrouver à sa place. Chaque jour, chaque heure, chaque minute. Une gradation qui marque la croissance de son obsession par l'idée. Mon esprit jeune et riche était plein de fantaisie. Là, il va justement personnifier son esprit, qui va s'amuser à lui dérouler les souvenirs, sans ordre et sans fin. Et il va aussi, sous forme d'une autre métaphore, comparer sa vie avec une étoffe, rude mais fragile. Donc c'est une métaphore filée. Remarquez là que la plupart des verbes sont conjugués à l'imparfait. Et il va nous énumérer ses souvenirs. De jeunes filles, histoire d'amour. De splendides chapes d'évêques, bien sûr, les fêtes, ils étaient célébrés justement dans les églises. Des batailles gagnées, c'est-à-dire les batailles de Napoléon à l'époque. Des théâtres pleins de bruit et de lumière, c'est-à-dire les spectacles auxquels il assistait.
et puis encore de jeunes filles, et de 100 promenades la nuit sous les larges bras des marronniers, quand il faisait la cour aux jeunes demoiselles. La tonalité étant bien sûr nostalgique. C'était toujours fait dans mon imagination, je pouvais penser à ce que je voulais, j'étais libre. Maintenant, je suis captif. Là, il met en relief, en surbrillance, une antithèse entre un passé glorieux de bonheur et un présent de malheur. Mon corps est offert dans un cachot, mon esprit est en prison dans une idée. Il commence déjà par une figure de style. Mon corps, mon esprit est en prison offert dans un cachot, dans une idée. Vous remarquez que c'est un parallélisme entre quoi? Entre l'enfermement physique et l'obsession mentale par l'idée. Et puis, il va enchaîner sur deux gradations. Horrible, sanglante, implacable idée. Je n'ai plus qu'une pensée, une conviction, une certitude, condamnée à mort. Oh, bien sûr, une gradation qui marque la croissance et de l'horreur. Et la croissance aussi de la pensée qui insiste. Cette pensée infernale, comme un spectre de plomb. Donc, la pensée ici est mise en hyperbole pour marquer l'horreur de l'idée et il est comparé à un spectre de plomb pour marquer la lourdeur de l'idée. Après, il enchaîne sur une longue personnification de l'idée. Remarquez que tous les verbes, ici, le sujet n'est autre que la pensée. Et le condamné, il est toujours complément d'objet direct. C'est-à-dire, c'est lui qui subit l'action de la pensée. Cette pensée qu'il va quand même comparer avec un refrain horrible pour illustrer l'obsession de cette idée. L'obsession, il est obsédé par cette idée. Se colle, m'obsède, épie et reparaît dans mes rêves sous la forme d'un couteau. De quel couteau? Justement, le couperet de la guillotine. Donc, on a parlé ici d'une longue personnification. Je viens de m'éveiller en sursaut. Bien sûr, ici, il s'agit d'une sensation qui marque un sentiment, lequel? L'angoisse et l'horreur qu'il subit pendant son séjour, bien sûr, à Bicêtre. Cette horreur-là, qui va être illustrée par plusieurs adjectifs tout au long de l'œuvre, que vous allez trouver justement à chaque fois. Horrible, sanglant, hideux, infernal, odieux, implacable, exécrable, ignoble, atroce, repoussant à voir, répugnant, donc, pour ne citer que cela. Puis, des mots du champ lexical du solide. Le fer, le plomb, couteau, giberne, grille, pour montrer la cruauté, justement, de la situation où il est. Puis, mouillé, suante, un champ lexical du liquide, pour montrer la répugnance, le dégoût dont il vit. On va récapituler. Le champ lexical et sémantique de la prison, l'enfermement, captif, fer, cachot, prison, cellule, de l'horreur, l'angoisse, horrible, hideux, suant, grossier. Le registre littéraire. Le ton tragique, il annonce la mort dès le titre, condamné à mort. Le registre pathétique pour susciter la pitié du lecteur. Le registre lyrique pour impressionner le lecteur, justement. C'est un lyrisme élégiaque. La rhétorique. La personnification, c'est un personnage imagé, celui de l'idée de mort. Les comparaisons, il se compare d'abord avec quiconque, un homme comme un autre homme, pour montrer l'anonymat, c'est-à-dire n'importe qui pourrait se retrouver à sa place.
Bon, l'horreur, deuxième comparaison, il compare bien sûr l'idée avec un spectre de plomb. Et puis la troisième, je me rappelle bien, l'obsession comme un refrain qui se mêle à toutes les paroles qu'on m'a adressées. L'antithèse, elle est là pour opposer son passé parfait à son présent imparfait, si je me permets bien sûr ce jeu de mots. La gradation, c'est pour amplifier l'horreur et l'obsession par la mort, et l'hyperbole pour amplifier l'horreur de l'idée de mort. La focalisation, il est interne, il écrit dans un jeu qui n'est pas forcément moi, bien sûr, Victor Hugo n'a jamais été enfermé. La narration en écho, en boucle, en service de l'argumentation. Aucune évolution de la situation, pas de progression narrative, on revient toujours au point de départ. La construction en boucle, close, comme la cellule où il était enfermé. Elle traduit l'état d'esprit du condamné, son enfermement dans l'obsession par l'idée de mort. Le ton, un maintenant de malheur, semble écraser un autrefois de nostalgie. Donc pour lui, le présent, c'est la captivité, l'enfermement. L'imparfait ou le passé, c'est la liberté. Et le futur, c'est la mort. Voilà, merci d'avoir cru en moi.